Merci beaucoup. On continue sur la NFT et la blockchain. Et j'appelle Justine Villegrain et notre ami Benjamin Grover. Salut. C'est une autre révolution qu'on est en train de vivre. Alors c'est pareil. On parlait du métaverse comme un peu un mot valise. Là, le blockchain et NFT, on est à fond dans la hype. On est à fond dans la transformation, dans les nouvelles générations. Justine, tu peux nous raconter un peu ce que tu fais et pourquoi tu es avec nous aujourd'hui? Alors moi, je m'appelle Justine Villegrain. Et en 2018, avec mon associé Patrice Agloum, on a créé un studio de création. On est spécialisé dans la publicité expérimentale et l'art digital. Et donc, on a vraiment essayé de valoriser l'art digital en 2018. Et c'est au moment, donc là récemment, que les NFT sont arrivés, où tous nos artistes ont vraiment été penchés sur le sujet. Et donc maintenant, on vend des NFT sur les plateformes de NFT. Et c'est vraiment un nouveau marché de l'art et quelque chose de révolutionnaire dans notre monde aujourd'hui. Parce que voilà, ça a ouvert vraiment à des artistes, à des jeux vidéo, à plein d'industries qui sont complètement non tangibles, la possibilité de pouvoir gagner de l'argent et d'être pris au sérieux par leur travail, quoi. À fond. À fond, exactement. Benjamin, toi, tu travailles aussi avec Garou, mais raconte-nous un peu d'où tu viens et ce qui t'amène là sur la NFT, la blockchain et tous ces nouveaux mondes. Moi, je suis un gros geek. T'es un gros geek. De base, en 2015, j'ai commencé à geeker sur la crypto. Moi, c'est clair. À trader en 2017 un peu sur ces horizons et les promesses que ça débloquait. Puis la tokenisation est arrivée. Et donc, le fait de pouvoir tokeniser des contenus, c'est quelque chose qui m'a passionné très vite. Donc, j'ai créé une boîte de ça. Je suis parti à LA pendant le boom des NFT. Et puis, j'accompagne plusieurs sociétés, dont Garou, en fait, qui est sur le moteur, comme disait Marc Petit, révolutionnaire du futur de Unreal Engine, avec une technologie du futur comme la blockchain pour faire futur x2. Et vraiment essayer de créer un métaverse décentralisé où les créateurs peuvent mettre leur contenu, le tokeniser, en vivre et vraiment créer. Alors justement, là, ce sont des grands mots qui ne sont pas forcément familiers à tout le monde. Alors justement, qu'est-ce que c'est qu'un métaverse décentralisé et en quoi c'est fondamental dans ce nouvel écosystème? En fait, le métavers, c'est un grand mot valise, mais le fait de décentraliser, c'est le moyen de rendre aux utilisateurs la propriété et vraiment le loisir d'utiliser leurs contenus digitaux. Donc, si on a un métaverse décentralisé, ça veut dire qu'entre plusieurs plateformes, comme on a dit toute la journée et tout le tournoi de kiff, il y aura plusieurs acteurs qui vont créer ce métaverse. En fait, on va pouvoir voyager d'un monde à l'autre avec notre propriété digitale. Donc, avec notre avatar, avec nos épées, avec un peu tout ce qu'on veut. Tous les objets qu'on aura choisis, voilà, qui nous identifient, on pourra aller d'un monde à l'autre en étant certifié. Et en fait, c'est grâce à la blockchain, qui est un système qui permet justement de créer et de stocker de la valeur sur un registre sans centre, qui nous permet justement de pouvoir voyager à travers ces mondes sans avoir d'intermédiaire centralisé qui nous empêche, ou une IP qui appartient à un serveur. Voilà. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, nous. Il y a une petite présentation que vous avez fait, que tu vas nous lancer. Ouais. Enfin, surtout si on veut expliquer un peu mieux, il y a un slide qui explique le schéma. Ouais. Voilà, toi, Justine, avec ton avatar déjà. Ouais, voilà. Bonjour. Non, du coup, c'était notre petite présentation. Tu peux passer. Ouais. Tu peux travailler. Ouais. Oui, Benjamin Grover il y a une barbe et tout. Ah oui. Voilà, et là, on voulait un peu montrer c'était quoi l'art digital en général. Donc, il y a plusieurs différents médiums. Ça, c'est des filtres. Ça, c'est avec une technique un peu à l'ancienne où on fait des dessins. Ça, c'est avec de l'intelligence artificielle. Donc, c'est du code qui crée l'art. Voilà, c'était pas forcément pour commenter, c'était l'histoire d'avoir des images d'illustration un peu de ce que le crypto art peut faire. C'est vraiment en fait, ça a ouvert les portes à tout un écosystème de nouveaux créateurs en fait qui sont pas tributaires du coup qui n'ont pas de support physique ou pas forcément, et puis surtout ils n'ont pas besoin de connaître les galeristes ou d'avoir un curateur ou de passer par toute cette industrie des middlemen. Il n'y a plus besoin de ça en fait, il suffit de trouver un collectionneur. Ça a créé vraiment une industrie de curateurs. On est un artiste à partir du moment où quelqu'un a acheté notre œuvre virtuelle, quoi. Pas forcément. Enfin, on est un artiste quand on décide d'être un artiste. D'accord, c'était la phrase de Beuys. Hier, Raphaël Pierra citait la phrase de Beuys, tout le monde est un artiste. Et donc, c'est là qu'on voulait expliquer un peu comment ça fonctionne, vu que c'est quelque chose de nouveau.
Donc d'abord, en fait, il faut choisir la plateforme sur laquelle on veut être. Sur cette plateforme, il y a différentes cryptos qui existent. Ensuite, il faut acheter de la crypto. Donc là, ça passe par des dollars ou des euros ou n'importe quelle monnaie. On achète sa crypto et c'est à ce moment-là qu'un artiste ou un collectionneur, surtout un artiste, peut minter en fait son œuvre. Donc le terme minter, ça veut dire on paye en fait la plateforme pour mettre notre œuvre d'art sur la blockchain. Donc maintenant, notre œuvre d'art, elle a un code, elle fait partie de la blockchain, elle a sa place dans la blockchain. Et à ce moment-là, on crée un smart contract. Donc le smart contract, c'est complètement digital. C'est plein de codes. Et c'est sur ce smart contract qu'on va pouvoir en fait décider de combien de pourcentage on va potentiellement toucher à la royalties où on va venir après. À ce moment-là, l'artiste doit vraiment faire une promotion en fait sur les réseaux sociaux. Donc ceux qui sont les plus utilisés, c'est Discord et Twitter. Donc il y a vraiment une grosse communauté même de geeks et d'artistes sur ces plateformes-là. Donc c'est vraiment, il faut vraiment montrer aux gens et aux collectionneurs que ça va sortir, que on va drop en fait le NFT. Tout est en anglais, hein. Ouais, tout est en anglais. Ouais. Au moment du drop, il y a soit on fait une auction, soit c'est ouvert au public. Une enchère, soit c'est ouvert au public. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des acheteurs. Donc il y a un premier acheteur. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est quand cet acheteur-là va revendre à un autre acheteur, c'est là où l'artiste va pouvoir toucher les royalties, qui sont en fait un pourcentage qui a été décidé par l'artiste en question. Et donc à vie, l'artiste va toucher un pourcentage sur chaque vente qui va être fait de son œuvre. Donc, en fait, au fur et à mesure de plein d'années, ils vont toujours toucher de l'argent. Mais en fait, ce qui est intéressant dans le fonctionnement de base, c'est qu'avant l'arrivée des NFT, il n'y avait pas de moyen d'authentifier l'art digital ou la propriété digitale. C'est-à-dire vraiment, on pouvait copier à l'infini, donc il y avait c'était très peu valorisé. Le fait de pouvoir authentifier un original, c'est ça qui en fait donne vraiment toute sa valeur à la tokenisation. C'est que du coup, ça a donné ses lettres de noblesse à toute la création digitale. Ça permet de faire venir un flot presque ininterrompu de nouveaux créateurs et de développer de nouvelles technologies, parce que en fait, c'est pas juste une œuvre d'art, c'est un token, donc c'est identifié dans la blockchain, et donc ça peut avoir de l'utilité derrière. Donc on peut le connecter sur une plateforme comme Garou, on peut ouvrir des channels spéciaux dans un serveur vocal comme Discord, en fait, ça donne accès à tout un écosystème de DApp, de Decentralized Applications, qui derrière permettent en fait de créer une expérience qui est extrêmement riche pour le contenu. Donc on crée de la valeur sur la valeur. Ouais. C'est vraiment la tokenisation, c'est un concept qui est assez révolutionnaire en soi, quoi. Mais aussi, il faut voir ça comme avant, dans le monde d'hier, quand on était une galerie et qu'on vendait une vidéo, on vendait un CD, mais qu'est-ce qui permettait à cette personne en fait de copier le CD 25 fois, et donc la valeur en fait de l'œuvre n'avait plus autant de valeur qu'avant. Et donc maintenant en fait, comme c'est mis sur la blockchain, on sait exactement qui l'a mis, et que même si cette œuvre elle est utilisée par des millions d'utilisateurs, elle appartient à quelqu'un. Et ça fait en sorte de n'importe quel système en fait. C'est authentifier l'œuvre. Et vous disiez dans le monde d'hier, est-ce que la blockchain justement et les NFT c'est vraiment une question de génération? C'est vraiment la nouvelle génération qui amorce un grand changement dans le marché de l'art et puis même dans la manière de produire l'œuvre. Et je pense que c'est pas que non plus dans le marché de l'art, c'est dans plein de marchés. Et c'était quelque chose qui manquait. C'était un système qui manquait et qui maintenant est mis en place et qui, je pense, va être là. On est vraiment au tout début et il y a des choses incroyables, je pense, qui vont se passer. Et ça fait depuis 2014 que ça existe, les NFT, de minter des œuvres sur la blockchain. C'est pas depuis hier. Oui. On en parle depuis hier, quoi. Mais en fait, c'est monté on a mis des slides un peu pour expliquer l'origine. C'est monté un peu en puissance depuis 2020-2021, mais 2017, c'est un peu le tournant. C'est là où les CryptoPunks, dont la plupart d'entre vous auront entendu parler, sont nés. Ça, c'est des assets c'est des petits bouts de pixels, des JPEG qui, on se dirait que ça vaut rien. Le prix de base aujourd'hui pour en acheter un, c'est plusieurs millions. Il y a Visa qui a investi dans certains de ces NFT et ils sont déjà acceptés en collatéral pour des prêts à forte value aux États-Unis. Donc en fait, il y a vraiment tout un écosystème qui est en train de s'organiser, puisqu'ils ont compris que c'est un peu comme un nouvel horizon qui s'est ouvert grâce à ces projets, quoi. Ça veut dire que tout est virtuel, là, pour le coup. Ouais. C'est du code. C'est une représentation qui est codée, qui est identifiée par un contrat. Et puis, on le paye avec un autre code qui est celui des NFT. Et on est heureux d'avoir quelque chose de complètement virtuel. Ou même on se l'échange. On le paye avec de la crypto. On le paye avec de la crypto. Ouais, le NFT, c'est le système, mais on paye avec de la crypto. Et qu'il y a plein de crypto-monnaies différentes. Et les donc on peut en vivre en fait, puisque une fois qu'on a la crypto, si jamais quelqu'un l'a acheté, on peut la transformer en monnaie. En monnaie, tout à fait. On peut sortir la crypto de la blockchain. Oui, puis c'est
c'est tout un ensemble. C'est-à-dire que quand vous parlez de génération, les plus jeunes aujourd'hui, ils achètent des skins sur Fortnite, des AK-47. Voilà, c'est tout un écosystème que la nouvelle génération maîtrise, commence à maîtriser. Mais la différence, c'est que voilà, quand vous achetez aujourd'hui une skin en or pour votre AK-47, que vous payez 40 €, le jour où les serveurs s'arrêtent ou le jour où le jeu est plus en vogue, vous n'avez rien acheté, vous n'avez pas de propriété. Donc le fait de créer des assets digitaux et de leur donner un peu un moyen d'exister seul, sans une plateforme, c'est quelque chose qui est hyper fluide pour les nouvelles générations et c'est quelque chose qui fait beaucoup de sens puisque en fait il n'y a plus besoin de revenir au réel. Internet jusqu'à l'avènement de la tokenisation, c'était un peu une fenêtre qui permettait voilà, je vais sur Amazon, j'achète un produit, je le mets dans mon panier et je reçois quelque chose de physique. Ouais. Aujourd'hui, l'identité digitale, c'est quelque chose qui existe pour de vrai. Instagram fait partie de la personnalité de beaucoup de personnes. Donc le fait de pouvoir vraiment avoir un item digital, c'est pas forcément, ça n'a pas moins de valeur parce que c'est digital. Au contraire, en fait, ça permet de s'entourer de toutes ces espèces d'augmentations de contenus qui nous appartiennent, même s'ils sont purement digitaux. Puis voilà, c'est pas que les petits CryptoPunks et les petits CryptoKitties. Il y a vraiment des centaines de choses qui se créent. Voilà, là on voit la vente qui a fait vraiment exploser le marché en début d'année 2021. C'était le Beeple qui a vendu ses 5000 premiers days à 69 millions et ça a fait vraiment éclater le marché. Il y a eu Top Shot aussi qui était un gros player. Ça c'était quoi en 2000 Oui, c'est pareil, c'est fin d'année dernière, début d'année, c'est la NBA qui a donné son IP à un studio de NFT pour justement tokeniser des moments iconiques. Donc c'est pareil, vous avez la propriété d'un moment où si vous aimez le basket aux États-Unis, c'est un truc à peu près, c'est assez énorme. Et ça joue un peu comme des cartes. En fait, on peut ces échanges. Des cartes Pokémon en fait. Ouais, exactement. C'est la valeur, hein, 125 000 $. C'est le prix de 125 000 $. Mais ce qui est intéressant en fait dans le concept du NFT, c'est qu'il y a beaucoup de, enfin Internet, ça a un peu lissé la timeline, c'est-à-dire que c'est pas comme l'audiovisuel où vous avez un programme, c'est un peu tout le monde dans sa bulle. Avec les NFT, en fait, il y a des drops, donc ça rassemble les communautés autour de moments. Le Top Shot, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des drops et vous savez pas ce que vous mintez. Vous avez un petit paquet que vous achetez pas très cher, hein, pas du tout ces prix-là, et vous ouvrez, c'est la surprise. Donc c'est un peu le retour à cette espèce de mécanique golden ticket, on appelle ça. Et derrière, vous avez la rareté. Vu que c'est tout transparent grâce à la blockchain, vous pouvez voir exactement combien de tokens ont votre rareté, ont votre image. Donc il y a une valeur intrinsèque qui est inscrite dedans assez rapidement. Et du coup, il y a des prix de revente. Et ça encore, ils sont pas très très hauts. Et honnêtement, les CryptoPunks, c'est encore plus fou parce qu'ils se revendent à partir d'1 million pour quelque chose qui en 2017 était gratuit. Il fallait juste être là. Voilà. Donc en fait, c'est ça. En fait, c'est pas que adapté à l'art, c'est adapté à plein de différents médiums, les jeux vidéo, le sport, la musique, et même des artistes comme des artistes connus, renommés dans le monde entier, comme Damien Hirst, qui a fait un projet incroyable pour vraiment voir en fait comment les gens allaient réagir avec avec les NFT. Et donc en fait il a créé 10 000 œuvres d'art qui sont toutes différentes et il les a mis en vente à 2 000 €. Ça a commencé à 2 000 $. Et donc après ça pouvait monter avec les auctions. Et en fait l'idée c'est qu'en tant qu'acheteur, quand on l'achetait, c'était soit on gardait l'œuvre physique, soit on gardait le NFT, mais un des deux était détruit. Donc en fait c'était à l'acheteur de décider lequel il voulait et l'autre était détruit. Et donc là c'est pas la vente, il y a encore des œuvres qui sont en vente, donc on connaît pas encore le pourcentage de combien de personnes ont décidé de garder le NFT ou l'œuvre d'art. Donc ça c'est un peu, et lui il s'est toujours posé la question de est-ce que c'est l'art qui vaut de l'argent ou est-ce que c'est la valeur de l'art l'argent qui a donné de la valeur à l'art. Voilà. Et donc là ça va être intéressant je pense de voir comment les gens ont réagi, est-ce qu'ils ont préféré avoir le NFT ou avoir l'art physique. Il y a un acteur qui nous attend, Sébastien Borget, qui est en ligne. Tu veux nous le présenter ? Petite introduction, c'est voilà, il y a en fait tout un écosystème qui peut venir se plugger dans le NFT, que ce soit de l'art ou pas de l'art. Et il y a vraiment l'industrie du gaming, dont on en a parlé beaucoup pendant le kiff, qui est vraiment le fleuron un peu de ces industries. Et dans ces univers, on a la chance en France d'avoir des génies comme Sébastien qui ont déjà conçu des plateformes de gaming complètement décentralisées où les créateurs peuvent posséder leur contenu. Et donc c'est intéressant d'avoir son éclairage sur sa vision du futur. C'est pas qu'un monde de petits geeks qui s'échangent des CryptoKitties. Au contraire, il y a vraiment un autre monde. Et donc c'est un plaisir de te recevoir, Sébastien. Bonjour Sébastien et merci d'avoir joué le jeu et merci à toi Benjamin d'avoir appelé notre ami de The Sandbox qui est presque une légende déjà. Pardon. C'est trop d'honneur. Bonjour à tous. Salut. Plaisir d'être avec vous. Désolé de ne pas pouvoir être en personne, mais je suivais très attentivement la conversation. Donc, beaucoup de choses exactes ont été dites déjà. Et je vais essayer de continuer à éclairer un peu le public, l'audience qui nous regarde en direct sur l'univers des NFT, comment on y est arrivé et ce qu'on fait actuellement dans un sandbox.
Ouais, vas-y. Oui, non, moi j'avais juste des images d'illustration de ce qu'est The Sandbox pendant que tu t'exprimes. Voilà, moi c'était si tu veux un peu expliquer le fonctionnement. Vas-y, tu peux commenter. Il y avait... Ouais, c'était d'autres usages sur la mode, sur des choses comme ça. Non, bah, ça c'est juste simplement pour illustrer Sandbox. Il y a des images qui tournent du gameplay pour que les gens comprennent qu'il y a un univers qui s'exprime avec la tokenisation. C'est pas simplement quelque chose où on s'échange des NFT. Toi, tu as créé une plateforme. Donc, comment ça fonctionne Sandbox au fond, quel est le fonctionnement différent par rapport à un Fortnite, par exemple? Sandbox, actuellement, c'est un monde virtuel, focus sur le gaming, où tous les contenus, les jeux, les assets 3D qui composent ces jeux sont en fait des NFT. Les avatars qui représentent les joueurs, comme on peut le voir sur cette vidéo aussi, sont des NFT. Et donc, le contenu est détenu par les créateurs, détenu par les joueurs, qui vont pouvoir ensuite donc les monétiser en les vendant sur une marketplace ou en les mettant à disposition au sein des jeux, des différentes expériences. On va aller bien au-delà du jeu vidéo désormais dans le métavers de Sandbox. On va toucher à la mode, aux galeries d'art, aux musées, aux soirées, aux concerts virtuels, etc. On peut le voir un peu sur ces vidéos. Du coup, les créateurs, les joueurs peuvent monétiser leur temps de jeu, leur temps de création sur la plateforme et avec vraiment une incentive forte par rapport à la valeur qu'ils contribuent en termes de contenu, de création, de temps passé, qui va dépasser tout ce qu'on peut voir actuellement sur le marché, sur des plateformes plus centralisées comme Fortnite, Roblox, Minecraft, etc. Parce que l'utilisateur conserve 95% du revenu généré. Donc, tout ce qui va toucher à la créateur économie, la vente de NFT, de modèles 3D qui réalisent grâce à notre éditeur Voxedit, et aussi, et quelque chose d'assez nouveau, en fait, pouvoir monétiser leur temps de jeu, en fait, puisque désormais, si on accepte qu'un NFT peut avoir de la valeur, il va y avoir un écosystème entier qui va se développer de services, aussi à valeur ajoutée sur ces NFT, et donc donner naissance à des nouveaux métiers numériques, digitaux. Parmi ces métiers, les créateurs, les architectes, fashion designers, animateurs, créateurs de concerts, tout ce qui va toucher au commerce aussi, en fait, donc des personnes qui vont se concentrer sur vendre des terrains virtuels. On va essayer d'expliquer ça un petit peu après. Vendre des contenus à travers les jeux, des expériences, parce que d'ailleurs, le jeu devient une nouvelle manière d'appréhender le contenu qu'on veut acheter, le personnage, l'épée, le boss, les buildings, la décoration, etc. Et aussi, finalement, jouer en soi, puisque si, en tant que joueur, désormais, je joue 1 heure, je complète des quêtes, je remplis des conditions de victoire et je gagne une épée, de la monnaie. Mais ces contenus ne sont désormais plus des contenus virtuels centralisés sur le serveur du développeur du jeu. C'est des contenus qui sont déportés sur une blockchain et qui sont possédés par le joueur en soi. Donc, du coup, il va pouvoir le vendre sur une marketplace, il va pouvoir le transférer à un autre utilisateur et donc, techniquement, en tirer un bénéfice. Si je gagne une épée d'or après 1 heure de jeu et que cette épée d'or vaut 100 € sur une marketplace, que ce soit la marketplace du jeu ou une autre d'ailleurs, je viens effectivement de gagner 100 € de l'heure en jouant à un jeu vidéo. Donc, on va rentrer dans un tout nouveau paradigme qui est actuellement en train d'exploser, puisque dans Sandbox et dans d'autres jeux, on a plus d'1 million de joueurs actifs qui, donc désormais, par exemple, sur un jeu qui s'appelle Axie Infinity, ont généré plus de 1 milliard de volume de transactions sur ces assets de jeux virtuels et 400 millions de revenus pour la boîte derrière qui les produit. Sur Sandbox, on avance aussi de cette manière-là. Un de nos plus grands succès va être autour des ventes de terrains virtuels. Ces terrains virtuels qui deviennent des propriétés sur lesquelles les créateurs vont pouvoir publier leur expérience et accéder à la monétisation, ou louer ce terrain virtuel à un autre créateur, vu qu'il y en a un nombre fini, limité sur une blockchain. Et du coup, derrière, on imagine assez bien la notion d'immobilier virtuel, où au lieu d'avoir un App Store avec des millions de jeux chaque jour qui apparaissent et pas de notion de proximité ou de limitation du contenu, là on est dans un monde
fini, qui n'aura pas plus de jeux dans le temps. Donc, au fur et à mesure, les premiers arrivants, les premiers qui lancent leur expérience auront un avantage, effectivement, et seront les premiers à accéder à la monétisation et à l'exposition que la plateforme leur apporte. C'est incroyable, hein. Enfin, moi, ça me transporte. Ouais, c'est assez fascinant. C'est un tourbillon, là. Ouais. En plus, faut imaginer qu'on est sur une map gigantesque où on peut passer d'une expérience comme ça où vous êtes dans Star Wars, vous baladez votre avatar, vous passez dans l'espace Atari, puis vous passez dans l'espace d'un collectionneur de NFT, vous passez... en fait, sur la même map, il y a déjà des centaines et des centaines de créateurs qui construisent leurs expériences, puis il n'y a pas besoin de code, c'est quelque chose qui est hyper accessible, du coup, c'est facile de construire ses expériences, de gamifier son contenu, et en fait, Sébastien et puis beaucoup d'acteurs dans l'espace NFT créent des horizons complètement nouveaux au niveau économique, au niveau de la création. On a vu passer rapidement, mais je peux peut-être le remettre... la AR Fashion, qui est quelque chose qui est... est-ce que c'était ça? Non, voilà, qui est quelque chose qui se développe beaucoup. On sait que Snapchat, aujourd'hui, il y a toutes les générations Z, ils utilisent des filtres à foison. Il y a déjà des sociétés comme DressX, ou en France, on a Artefact, qui est d'ailleurs un collègue de Sébastien, qui font déjà de la AR Fashion ou de la VR, des contenus 3D qu'on peut posséder, qu'on peut mettre seulement en ligne, ou alors dans notre avatar. Il y a vraiment tout un écosystème sur la plupart des industries créatives qui est touché par le NFT d'une manière qui est... oui, parce que ça permet d'identifier, d'avoir un contrat, d'avoir une protection, et puis aussi de gagner sa vie, d'avoir un revenu en tout cas. Et aussi, je pense que dans quelques années, là c'est un jeu vidéo, mais dans quelques années, on vivra dans un monde virtuel, on aura des propriétés virtuelles, on aura... N'imaginez pas l'Internet, et puis l'Internet est là. C'est exactement ça. On y est déjà, on n'a même pas besoin d'attendre. Ouais, c'est ça. C'est le prolongement de soi-même, en fait. L'identité est définie par un avatar, un personnage 3D qui nous représente au sein de ces différents jeux, et qu'on peut utiliser ce même avatar dans plusieurs expériences dans Sandbox et aussi par interopérabilité des tokens dans d'autres mondes virtuels décentralisés. Finalement, comment l'apparence de cet avatar et les contenus digitaux que cet avatar possède définissent qui nous sommes dans le monde virtuel. Et il y a un vrai paradigme. La notion d'identité n'est plus finalement dans quel pays nous sommes, quel est notre arbre généalogique, notre ethnicité, ou finalement les chances ou la malchance d'être né dans des conditions plus ou moins favorables sur Terre. Non, notre identité est juste définie par finalement une esthétique et ce que notre talent, notre capacité dans ce monde virtuel. On est un créateur, on est un animateur, on est un joueur, etc. Donc ça dépasse de manière assez intéressante les limites actuelles du monde physique et ça ouvre des opportunités nouvelles partout dans le monde sans barrière qu'on pouvait constater auparavant dans le monde réel. Génial. Pour vous deux, le mot de la fin de cette petite discussion, parce que j'espère qu'on aura d'autres discussions, parce qu'il y a une question de génération, Clara le disait, en fait, pour vous, c'est évident, quoi, en fait, tout simplement. Il n'y a même pas de... C'est ce que dit Sébastien, quoi. Ça y est déjà là, en fait. Bah ouais, personnellement, je pense que c'est complètement évident et c'est quelque chose qui manquait, qui fait peur aux gens parce que c'est virtuel. Et comme on disait tout à l'heure, la nouvelle génération, on est tous au courant, les enfants qui sont nés aujourd'hui, ils sont sur leur téléphone à l'âge de 5 ans, ils savent utiliser un iPad à l'âge de 2 ans. Et en fait, c'est eux, ils vont vouloir avoir des nouvelles choses pour lesquelles ils n'étaient pas avant. Et je pense que tout le monde va avoir un casque VR, tout le monde aura sa propre identité en VR et on aura des mondes virtuels pour lesquels on pourra connecter avec des gens du monde entier, quoi. Et donc la VR, c'est un point assez important. Il y a déjà la jeune génération sur Altspace VR, par exemple, sur VRChat, qui sont des plateformes de réalité virtuelle sociale. C'est des dizaines de millions d'utilisateurs au quotidien. Et en fait, il y a déjà la VR qui est en train d'être corrompue par la blockchain, ou en tout cas libérée par la blockchain. Il y a des plateformes comme Decentraland et Somnium Space qui existent, qui sont décentralisées. Nous, avec Garou, on essaye de produire ça, mais avec du contenu de haute qualité, donc pas du tout le côté voxel, et de permettre du coup une expérience qui s'ouvre potentiellement aux générations qui ont peut-être une barrière à l'entrée à être entouré d'avatars de bananes et de Campbell Soups, parce que sur VRChat, c'est vraiment ça, quoi. Des carottes. Ouais, des carottes, c'est un peu folklore. Donc, le fait de pouvoir décentraliser une expérience VR, c'est aussi autant une chance que dans le gaming, c'est une chance de pouvoir créer son espace du coup qui est physique, qui est autant réel que le réel, puisque le digital maintenant a ses lettres de noblesse, et de pouvoir mettre du contenu, mettre de l'art, mettre du jeu,
rencontrer des gens à l'intérieur. Et donc, c'est ce que disait Sébastien, ça permet un peu de lisser toutes les inégalités de background ou les inégalités même économiques et de créer un espace virtuel où finalement les créateurs sont propriétaires des lieux, même si c'est pas eux qui ont créé l'architecture. Et ça, tout ça, c'est permis grâce à la blockchain et la tokenisation. Donc, en parlant, enfin, il n'y a pas une plus grosse révolution que ça. Et si vous entendez parler du Web 3, c'est un peu de ça dont on parle. C'est toute cette espèce de nouvelle vague d'Internet qui est unlocked grâce à l'Ethereum, grâce à la blockchain et la crypto-monnaie, quoi, la décentralisation. Et c'est vraiment le tout début, quoi. Enfin, il y a déjà tellement de choses qui sont déjà en train d'être créées, mais qui sont pas. Pour le monde n'est pas encore au courant parce que c'est pas soit des geeks, soit des gens qui sont intéressés dans le milieu. Mais voilà, même là, l'industrie de la musique est dedans aussi. Enfin, toutes les industries qui sont pas tangibles sont dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va. C'est une vague. Ouais, et c'est assez excitant de savoir qu'est-ce qui est la prochaine chose. Maintenant, il y a le NFT aussi qui vient d'être fait. Donc, il y a plein de choses qui sont très excitantes. Je suis sûr qu'on va en reparler pendant toute l'année, très rapidement. Merci à vous trois de nous avoir montré ce que c'est, d'avoir partagé la passion. Merci à Sébastien d'avoir pris du temps. On sait que c'est précieux, en plus un samedi matin, de venir parler. Mais c'était vraiment, vraiment fort. Hein, et je vous remercie d'avoir poussé tous les murs, d'avoir tout cassé, et toi aussi, pour nous emmener dans cette histoire. Mais prenez tous 10 minutes, allez sur Internet, mettez-vous un wallet MetaMask, mettez 100 € dans de la crypto, vous me remercierez dans 10 ans. Quoi. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci.